Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite du cours de fiscalité des personnes physiques qui va aborder à proprement parler le calcul du revenu imposable qui, je vous le rappelle, est constitué de la somme de 7 revenus catégoriels parmi lesquels le principal qui intéresse les particuliers, c'est les traitements et salaires. Donc parmi les traitements et salaires, l'idée c'est de savoir ce que l'on va reporter en fait sur la ligne traitement et salaire. Alors ce que l'on va reporter en fait c'est un petit peu faux ce que je dis parce que en fait quand vous recevez votre déclaration d'impôt, cette ligne elle est déjà pré-remplie puisque les traitements et salaires que vos employeurs vous ont versés, en fait il y a eu une remontée d'informations au niveau de l'administration fiscale et du coup l'administration fiscale vous envoie une déclaration qui est déjà pré-remplie. Donc moi par exemple sur ma déclaration de 2021, et bien dans déclarant 1, je vais avoir un montant pré-rempli qui correspond au salaire imposable qui apparaît sur ma feuille d'impôt de 2020, de décembre 2020, qui a fait le cumul de toutes mes rémunérations de l'année dernière et qui m'a calculé le montant imposable. Donc vous l'avez compris, il y a un décalage, c'est-à-dire qu'en 2021, en fait, je vais faire le point sur tous les revenus que j'ai perçus en 2020, ce qui va permettre ensuite à l'administration fiscale de mettre à jour en fait le montant de mon impôt et de mettre à jour le futur prélèvement à la source que j'aurai sur mon bulletin de salaire, puisque on se fait prélever tous les mois et il y a une régularisation ensuite après. Alors pour que ma ligne traitement et salaire soit remplie, en fait, il faut que j'ai le statut de salarié ou de fonctionnaire. Donc un contribuable a fiscalement le statut de salarié et perçoit ce qu'on appelle des revenus d'activité s'il est lié à un employeur. Il va être lié à un employeur par un contrat de travail. Ce contrat de travail a pour conséquence que le salarié se trouve dans un état de subordination juridique vis-à-vis de la personne physique ou morale qui l'emploie en contrepartie d'une rémunération. Ce lien de subordination juridique, il est essentiel parce que si vous regardez bien, il y a eu des soucis avec tous les salariés qui travaillaient chez Uber ou les livraisons comme ça de coursiers. On se demandait en fait s'ils travaillaient vraiment pour leur propre compte ou s'ils ne travaillaient pas sous la subordination en fait d'un employeur. Et du coup, si vous êtes vraiment sous la subordination de votre employeur, alors ce que vous touchez, c'est des revenus d'activité, donc ça va dans les traitements et salaires. Mais par contre, si vous n'êtes pas sous la subordination de quelqu'un, eh bien, il faut déclarer vos revenus peut-être en bénéfices non commerciaux, en bénéfices industriels et commerciaux. Donc, il faut avoir du coup un statut juridique. Vous pouvez également avoir des revenus d'activité si vous avez un statut particulier qui vous donne la qualité de salarié. Donc, par exemple, les journalistes qui sont titulaires d'une carte professionnelle ont également le statut de salarié. Donc concrètement, lorsque vous êtes salarié ou fonctionnaire, vous allez toucher un salaire ou un traitement. Donc le salaire, la particularité, c'est qu'il est calculé sur une base horaire. Donc on a une base horaire qui peut être de 35 heures par semaine, qui est la base légale, mais il peut y avoir des ajustements dans les entreprises. Donc une base horaire, une base quotidienne, hebdomadaire ou proportionnelle à la production. Donc dans tous les cas, si vous touchez un salaire, vous avez un contrat de travail. Alors qu'un traitement est calculé sur une base annuelle et donc on utilise le terme traitement pour les fonctionnaires. Donc moi par exemple en tant qu'enseignante je touche un traitement. Concrètement, les revenus d'activité sont constitués d'ensemble d'éléments que vous percevez sur votre bulletin de paye, donc les traitements et salaires en valeur brute, en valeur de base. À cela, vous allez additionner les heures supplémentaires que vous allez effectuer, les primes, ça peut être des primes d'ancienneté, des primes d'activité, et vous allez également, si vous en bénéficiez, ajouter les avantages en nature. Avantages en nature, ça peut être un logement de fonction, une voiture de fonction. Et bien ces éléments, même si vous percevez en nature un avantage, derrière vont être imposables. Donc concrètement, l'addition de ces éléments, on l'a vu lorsqu'on a vu le chapitre sur le bulletin de paye, constitue ce qu'on appelle le salaire brut. En fait, sur ce salaire brut, il va vous être prélevé des cotisations salariales qui sont prélevées à la source sur votre bulletin de paye. Et tout en bas de votre bulletin va apparaître la notion de salaire imposable. Salaire imposable, c'est celui qui intéresse l'administration fiscale. Il est calculé sur la base du salaire brut, auquel on enlève les cotisations salariales. On ne va pas vous réimposer sur les cotisations. Mais il y a une partie de ces cotisations qui ne sont pas déductibles. C'est ce qu'on appelle la CSG et la CRDS non déductibles, donc contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale non déductible. Et à cela s'ajoute également, si on veut aller un petit peu plus dans le détail, la part employeur de la mutuelle, si votre employeur contribue à votre mutuelle.
Donc ça, c'est, en fait, vous n'avez pas forcément à le calculer, hein, puisque ça apparaît en fait en bas de votre bulletin de paye, c'est déjà comptabilisé et finalement c'est déjà reporté sur votre bulletin de paye, sur votre déclaration, pardon. Alors, petite précision toutefois, donc je vous ai dit qu'il y avait des heures supplémentaires dans le salaire brut. En fait, la loi prévoit actuellement une exonération des heures supplémentaires dans la limite de 5 000 € par an. Cette limite a même été un petit peu augmentée pour ceux qui ont fait des heures supplémentaires pendant la période Covid. Et donc, on renseigne sur la déclaration d'impôt sur le revenu le montant de ces heures supplémentaires. C'est-à-dire qu'on ne paiera pas d'impôt sur ces heures supplémentaires, ce qui est assez avantageux. En plus de ce qui apparaît effectivement sur votre bulletin de paye, vous avez donc la perception de congés payés qui sont imposables, des pourboires également, les indemnités journalières de la sécurité sociale pour maladie, maternité, donc qui sont elles versées par la caisse primaire d'assurance maladie lorsque vous êtes malade, mais qui sont imposables. Et vous êtes également imposable sur des rémunérations complémentaires qui s'appellent la participation et l'intéressement. La participation, pour info, il s'agit d'une part des bénéfices qui est reversée aux salariés de l'entreprise. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, c'est obligatoire. Et le système d'intéressement, c'est pareil, hein, c'est un système qui permet de verser un complément de salaire aux salariés. Donc la particularité de cette participation et de cet intéressement, c'est que ce sont des rémunérations qui permettent de fidéliser le salarié, parce que le salarié peut demander à ce que cet argent soit bloqué dans l'entreprise, mais s'il demande le versement immédiat de la participation, alors cette participation devient imposable alors qu'elle ne l'est pas s'il le garde dans l'entreprise. Et pareil pour l'intéressement, hein. Si vous demandez le versement immédiat des sommes, alors vous êtes imposé dessus, alors que si vous le placez dans un plan d'épargne salariale, eh bien vous ne serez pas imposé dessus. Donc vous avez tout intérêt finalement à garder ces sommes et à les épargner, et donc ça vous fidélise au niveau de l'entreprise. Il existe également des revenus de remplacement. Donc ces revenus de remplacement se substituent aux revenus d'activité en cas d'événements malheureux qui peuvent survenir parmi les membres du foyer fiscal. Donc, ils sont des revenus imposables, hein. Donc, par exemple, les allocations chômage, quand vous vous retrouvez au chômage, vous percevez des allocations chômage, mais ces allocations sont imposables. Les pensions de retraite, d'invalidité, les pensions alimentaires obligatoires sont également imposables. Et puis, on va avoir toute une liste, hein. Alors, évidemment, je ne peux pas rentrer dans le détail parce qu'il y en a des pages et des pages, et puis il va y avoir des exceptions. Donc, ce que je vous dis, parfois, il y aura des petites imprécisions. Donc, vous aurez les indemnités de pré-retraite. Donc c'est avant de partir à la retraite, on vous donne des indemnités pour vous inciter à partir, les indemnités parlementaires, les indemnités de fonction des élus locaux, donc ça c'est très particulier, et les rémunérations des membres du gouvernement, du Conseil économique et social et du Conseil constitutionnel qui sont également imposables. Donc tout ça c'est imposable. Mais il existe également, on l'a vu dans le chapitre précédent, des revenus qui sont exonérés. Et donc cela en fait, on ne calculera pas d'impôt dessus. Donc il s'agit des prestations familiales légales, j'en ai déjà parlé, hein, allocation familiale, allocation logement, allocation de rentrée scolaire. Il s'agit du salaire des apprentis dans la limite du montant annuel du SMIC. Donc le SMIC était à 18 473 € pour 2020. Attention, pour la déclaration 2022, du coup, il faudra prendre le montant 2021 du SMIC. Donc c'est un montant qui se met à jour chaque année. Par contre, si vous touchez plus de 18 473, eh bien, l'éventuel surplus, là, est imposable. De même pour les salaires qui sont versés aux lycéens ou aux étudiants qui vont avoir un petit job étudiant, eh bien, ils vont être exonérés d'impôts dans la limite de 3 fois le montant mensuel du SMIC, ce qui fait 4 618 € pour 2020. Mais si vous touchez plus, eh bien, vous devez déclarer le surplus. Donc ça, c'est une erreur que font parfois certains étudiants, parce qu'ils sont souvent rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Attention, hein, les premiers salaires que vous percevez, vous ne les déclarez pas. Donc si vous touchez par exemple 6 000 €, vous allez simplement déclarer 6 000 moins 4 618 et pas 6 000 €. Sinon, vous allez être imposé sur 6 000, et vu que vous êtes rattaché souvent au foyer fiscal de vos parents, ça veut dire que vous allez être imposé sur une tranche d'imposition élevée. Ensuite, vous avez les indemnités de stage, donc pour les étudiants de l'enseignement technique, dans le cadre des stages obligatoires de formation, on parle d'indemnités ou de gratification de stage, hein, qui ne sont pas imposables. Les bourses d'études pour critères sociaux ne sont pas imposables, le RSA non plus. Quand vous percevez des indemnités journalières de maladie professionnelle, pareil, c'est pas imposable.
et les indemnités journalières qui sont versées en cas d'accident du travail ne sont pas imposables à concurrence de 50% de leur montant. Bon, ça fait une liste qui est un petit peu longue. J'espère que vous arriverez à vous familiariser avec les éléments essentiels. Surtout, hein, les éléments essentiels, c'est bien sûr le fait que les salaires des apprentis, des étudiants, ne sont pas imposables sur une certaine limite par rapport au SMIC. Vos salaires vont être soumis à l'impôt sur le revenu. Quand je dis vos salaires, c'est les salaires qui apparaissent sur votre bulletin de salaire, mais également les revenus assimilés au salaire, comme les allocations de chômage ou les indemnités journalières de maladie que j'ai évoquées précédemment. Mais avant d'être soumis à l'impôt sur le revenu, eh bien, l'administration fiscale va déduire les frais que vous avez supportés pour les percevoir. Donc ces frais, ce sont des frais qui sont évalués soit forfaitairement à hauteur de 10%. En fait, on considère que vous avez eu des frais professionnels en fait pour aller au travail. Et donc on dit, en fait, on ne va pas vous imposer sur la totalité de votre salaire imposable, on va déduire forfaitairement 10% de votre salaire et on va vous imposer sur ce montant. Mais si vous estimez que vos frais professionnels ont été plus élevés que cette déduction de 10%, eh bien vous allez pouvoir déduire ce qu'on appelle les frais réels, donc qui vont être fonction par exemple des kilomètres que vous avez parcourus avec votre voiture, qui vont être fonction des repas que vous avez dû prendre à titre professionnel. Et donc je vais vous apprendre à savoir déterminer si vous avez plus intérêt à opter pour la déduction de 10% ou à opter pour les frais réels. On se retrouve donc très vite dans la prochaine vidéo qui abordera les frais à déduire sur les traitements et salaires. A très bientôt!